Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur aux éditions L'Harmattan. Du même auteur, aux éditions L'Harmattan. Écrit sur la technique militaire. Précédé de Mémoire, technique, destruction, avec Paul Scherbach 2008. Traces et disparitions. À partir de l'œuvre de Walter Benjamin, 2006. Note. Les écrits de langue étrangère référencés dans notre texte ont été lus dans leur langue d'origine. Cependant, pour le confort du lecteur francophone, nous reproduisons en général dans les citations, les traductions publiées. Par contre, nous donnons notre propre traduction s'il n'en existe pas, ou si la nôtre diffère considérablement de l'existante. De manière générale, les livres sont référencés par l'édition qui a été consultée. Celle-ci peut ne pas être la première. Avant-propos. Les choses ont-elles une âme ? Sans doute bien des choses sont-elles animées pour chacun d'entre nous. Elles sont animées en ce qu'elles sont capables de nous influencer, par ce qu'elles semblent raconter. Comme le mot animé le signifie, elles possèdent une âme. Elles exercent sur nous, et pour nous un pouvoir comme si elles étaient vivantes. Dans un précédent travail, nous avons appelé cette capacité de narration des objets leur capacité à être traces. En parlant de traces, nous avons d'abord pensé à ces bâtiments considérés comme des traces patrimoniales, parce qu'ils portent la charge de témoigner d'une histoire et aussi, aux objets oratiques du philosophe Walter Benjamin qui sont les traces d'histoire leur donnant des pouvoirs extraordinaires. Mais le pouvoir de narration des objets et leur influence sur nous dépassent largement le patrimoine architectural. Cela concerne tout notre environnement matériel. Notre monde ne sait pas se taire. Cela se sait désormais. Cela se sait tellement bien que le marketing est tout entier construit sur cette capacité de parler des objets, laquelle fait leur âme. Les objets nous parlent et par ce qu'ils disent, ils nous agressent ou nous réconfortent, ils nous soulagent ou ils nous attristent. Les objets peuvent quelque chose pour nous. Pourtant nous le savons, les objets n'ont que les pouvoirs que nous leur donnons. Pourquoi donc les objets ne restent-ils pas muets ? Pourquoi leur donnons-nous le pouvoir de raconter et de nous guider ? Introduction. Quiconque possède un objectif qui soit vrai et essentiel, a par cela même une religion. Ludwig Feuerbach, L'essence du christianisme. Un objet sans valeur évoquant une histoire de famille, duquel nous ne pouvons nous défaire. Un monument glorifiant l'héroïsme d'une armée face auquel nous nous émouvons, sans pourtant connaître les moments historiques remémorés. Une viande sous un emballage industriel certifiant son origine contrôlée, que nous achetons pour cette appellation plus que pour son goût. Notre environnement nous parle d'histoire. Il est le véhicule de ces histoires qui exercent une influence sur nous. Il en est la trace. De même qu'une trace est la marque d'un événement passé, notre environnement est la marque de ces histoires. Ces histoires sont des plus diverses et les objets prêts à accueillir une ou même plusieurs histoires les plus insoupçonnables. Ainsi notre enfance nous est évoquée par le bâtiment qui abritait notre école, par la photo de classe qui nous immortalisait dans la cour à chaque printemps, ou encore par le dessin animé qui avait notre prédilection. Un bâtiment, une photo, un dessin animé sont pour nous les traces d'une même histoire, celle de notre enfance. Et en même temps, un même objet peut être la trace de multiples histoires. Ainsi le fauteuil qui appartenait à notre grand-père nous évoque ce dernier qui aimait s'y asseoir après le dîner, le Bauhaus à qui il doit son design, ou encore des amis qui l'ont trouvé particulièrement élégant. Mais d'autres histoires encore peuvent venir faire de ce fauteuil une trace, comme par exemple celle de l'écriture de ces lignes qui lui sont dédiées. La capacité des objets à évoquer des histoires ne connaît pas de limite. Il est possible d'effacer une de ces histoires par une autre, mais il est impossible d'effacer la capacité même d'un objet à devenir trace à moins de détruire l'objet lui-même. C'est ce que nous enseigne la destinée réservée aux objets représentatifs des pouvoirs politiques, lors des grands changements historiques. Les révolutions politiques s'accompagnent en effet, soit de la destruction des objets qui rappellent les pouvoirs précédents, soit du changement de la narration qui leur est attachée. Ainsi l'actuelle place de la Concorde à Paris a vu sa dénomination changer, à plusieurs reprises, et l'histoire que celle-ci pouvait évoquer avec.
De place Louis XV, elle est devenue place de la Révolution pendant la Révolution française. Après la Révolution, elle est redevenue place Louis XV pour prendre ensuite le nom de place Louis XVI. En 1830, elle a été place de la Charte et, pour finir, sous la monarchie de Juillet, elle est devenue place de la Concorde. Son aménagement a, lui aussi, été souvent remanié pour se conformer aux nouvelles dénominations et aux histoires leur correspondant. D'abord décorée d'une statue équestre de Louis XV, elle a ensuite été le théâtre de la guillotine pendant la Révolution française. La statue de Louis XV a alors été remplacée par celle de la Liberté, sous les formes d'une déesse assise sur le même piédestal qui avait soutenu celle de Louis XV. En 1836, l'obélisque y a été érigé et s'y trouve encore aujourd'hui. Témoin jusqu'alors de l'histoire d'un autre pays, celui-ci a effacé toute histoire locale en lui substituant les images rêvées d'un monde inconnu à la grande majorité des Parisiens. Un bâtiment, un fauteuil, une photo, un morceau de viande, une place peuvent évoquer non seulement une histoire mais aussi une multitude d'histoires. Tous, indistinctement, peuvent devenir des traces. Qu'est donc une trace ? Comme nous l'avions exposé dans un précédent travail, nous entendons par trace un statut de l'objet. Ce statut existe si un objet évoque une histoire pour un individu, ou groupe d'individus. Pour cet individu ou ce groupe, l'objet en question est alors la trace de cette histoire. Pour qu'une trace existe, il faut donc au moins un objet, un individu et une histoire. Ces trois éléments sont indispensables. Sans eux, il ne peut pas être question de trace. Cependant, ces trois éléments sont en mesure de produire une trace seulement lorsqu'une force de cohésion vient les relier entre eux. Un dessin animé, nous-mêmes et l'histoire de notre enfance ne sont pas des éléments suffisants à faire de ce dessin animé la trace de notre enfance. De même, la place de la Concorde à Paris, les Parisiens de nos jours et l'histoire de la Révolution française ne font pas automatiquement de cette place la trace de la Révolution française. Une force doit intervenir afin que ces éléments se réunissent et qu'une relation entre eux s'établisse. Or cette force ne peut que venir de l'individu. Un objet ne sait pas parler, et une histoire est lettre morte si elle n'est pas racontée ou entendue. Quelle force de cohésion l'individu emploie-t-il alors pour que lui-même, une histoire et un objet se trouvent réunis en une trace ? Si l'histoire dont l'objet est trace appartient au vécu de l'individu, cette force est clairement celle de la mémoire. L'individu qui voit son enfance se dérouler devant ses yeux à la simple vue de son dessin animé préféré, se souvient des moments passés à regarder ce dessin animé, et de la joie éprouvée à ces occasions. Ce dessin animé fait part de son vécu d'enfant, et il le lui rappelle inévitablement. Si par contre, l'histoire dont l'objet est trace n'appartient pas au vécu de l'individu, le pouvoir que ce dernier emploie ne peut pas être sa mémoire, mais obligatoirement sa croyance. L'individu, pour qui la place de la Concorde est la trace de la Révolution française, croit à l'histoire de cette révolution telle qu'il l'a apprise à l'école. Il croit aussi à la relation entre cette histoire et cette place. Il ne possède pourtant en ses mains aucune preuve irréfutable que cette révolution ait eu lieu, et que cette place en ait bien été un des théâtres. Souvent il ne la cherchera même pas. Il croira. L'individu, pour qui la confiture de sa marque préférée est la trace d'une recette de famille inchangée depuis un siècle, croit à cette histoire telle qu'il l'a entendue dans une publicité télévisée. Il croit tout autant à la relation entre cette histoire et cette confiture. Pourtant il ne possède pas la certitude que cette histoire raconte fidèlement la préparation de sa confiture préférée. Probablement, il ne sera même pas intéressé à chercher cette certitude. Il aura envie de croire et il croira. Nous pouvons alors distinguer deux sortes de traces en fonction du pouvoir, mémoire ou croyance, qui opèrent la cohésion entre objet, individu et histoire. Les premières sont des traces dont l'histoire appartient au vécu de l'individu, et qui peuvent être définies comme mémorielles. Les secondes sont des traces dont l'histoire n'appartient pas au vécu de l'individu, et que nous avons qualifiées de synthétiques. La croyance permet en effet de construire ces traces d'une manière qui ne manque pas de rappeler une synthèse chimique. Elle permet de créer des traces qui n'appartiennent pas à notre vécu de même qu'une synthèse permet de créer des produits qui n'appartiennent pas à notre environnement naturel. Ces traces de synthèse sont sans doute les plus questionnantes. Combien d'objets nous parlent d'une histoire qui n'appartient pas à notre vécu ?
Combien de fois ces objets nous ont-ils été indispensables, alors que nous ne savons rien de leur vraie histoire? Face à eux, nous sommes des croyants non seulement parce que nous croyons à ce qu'ils racontent, mais aussi parce que nous leur conférons un pouvoir sur nous qui n'a pas d'explication rationnelle. Nous croyons qu'ils nous sont indispensables précisément à cause de ce qu'ils racontent. Ce qui nous intéresse ici est précisément cette croyance qui est le moteur de la transfiguration de notre environnement en traces. La capacité des objets à être des supports d'histoire et à nous influencer n'est pas un thème nouveau. Nous pensons notamment aux travaux de Jean Baudrillard et Roland Barthes. Cependant, la croyance qui nourrit cette capacité nous semble ne pas avoir été assez observée. Elle est le plus souvent donnée comme acquise. Il suffirait qu'une histoire possède certains ingrédients pour qu'elle soit crue. Autrement dit, nous n'aurions aucune prise sur nos croyances. Pourtant, nous pouvons croire ou ne pas croire, et c'est à nous d'apporter par notre croyance la pièce ultime pour qu'un objet devienne une trace. Ici, il sera donc avant tout question de cette croyance et de comment celle-ci peut se former. Pourquoi croyons-nous aux histoires dont les objets sont les traces? Nous montrerons que cette croyance possède pour ainsi dire ses raisons. Nous croyons aux histoires que les objets semblent nous adresser si ces histoires rencontrent nos aspirations. C'est-à-dire, nous croyons à ces histoires si elles font paraître ces objets comme des moyens en vue de leur réalisation. Dans ce cas, non seulement ces objets deviennent des traces, mais aussi ils nous semblent animés. Ils ne sont plus de simples agrégats de matière, mais des êtres promettant une aide à la concrétisation de nos aspirations. Pour tous ceux qui souhaitent que l'avenir soit serein, une assurance pourra alors raconter l'histoire d'une famille heureuse et ne pas être uniquement un document à valeur légale. Tout comme pour ceux qui espèrent que leur corps ne subisse pas de vieillissement, une portion de légumes pourra se transformer en un prodigieux concentré de substances antioxydantes. Croire aux histoires évoquées par les traces est possible lorsque ces histoires font paraître les objets comme des moyens de la réalisation de nos aspirations. Dans un premier temps, il sera donc question des traces. Il s'agira ici de préciser ce que nous entendons par traces et de montrer la relation existante entre croyance et traces. La pensée de Walter Benjamin occupera une position de relief dans cette première partie. En effet, Benjamin, observant dans les années 1930 la destinée des objets de culte, traite de deux faits qui ont pour nous un intérêt majeur. D'une part, il montre que les objets qui sont crus comme possédant des pouvoirs particuliers sont également crus comme possédant des histoires particulières. D'autre part, il montre que ces objets ne sont pas concernés par le désenchantement du monde propre à l'ère du grand capitalisme et de la grande industrie. Ils continuent à peupler notre environnement. Certes, le fonctionnalisme célèbre la naissance, grâce à l'industrie, d'objets qui possèdent une fonction déterminée par leur matérialité et qui semblent répondre uniquement à cette fonction. Cependant, même ces objets arrivent à véhiculer des histoires et des pouvoirs extraordinaires, et à acquérir une fonction cultuelle. La popularité tout au long du XXe siècle d'une médaille dite miraculeuse témoigne de l'heureux mariage entre culte et sérialité industrielle. Avec cette médaille, reproduite encore aujourd'hui par millions d'exemplaires, un objet sériel acquiert pour la communauté chrétienne le statut des reliques uniques, telles que la tunique de la Vierge Marie ou la couronne d'épines du Christ. Mais comment la croyance peut-elle être sollicitée par des objets? De quoi la croyance se nourrit-elle? Cette question imposera le choix d'une approche philosophique de la croyance. La philosophie promet en effet une approche générale de la croyance alors que d'autres champs du savoir la traitent sous des formes particulières. Depuis Platon, la philosophie observe la croyance dans sa relation à la connaissance. Cette relation est laissée par Platon même, ouverte à deux possibles interprétations et celle-ci reste toujours d'actualité. La connaissance serait une croyance ayant des traits particuliers, être vraie, justifiée, etc. Ou alors elle serait précisément ce que la croyance n'est pas. Mais quoi qu'il en soit de la qualité de la relation entre croire et connaître, l'existence même de cette relation domine la réflexion philosophique sur la croyance. Elle fait de l'étude de la croyance un sujet propre à la branche de la philosophie, qui étudie la connaissance. C'est à ce domaine de la philosophie que nous adresserons donc nos questions sur la croyance.
Le rappel de quelques étapes de la pensée de la croyance nous permettra de voir en elle une attitude mentale nourrie envers un contenu susceptible d'être formulé en une proposition. Cette attitude mentale peut être considérée comme une adhésion à ce contenu, qui ne repose pas sur des preuves de sa vérité. La croyance se compose donc d'un contenu, ce qui est cru, et d'un facteur psychologique, l'attitude mentale envers ce qui est cru. Le débat sur la nature du facteur mental de la croyance n'est pas clos, et nous privilégierons ici des conclusions qui sont largement acceptées par la philosophie de la connaissance de tradition analytique. Ces conclusions ont la spécificité de reconduire la définition de ce facteur mental à l'action. La croyance serait un état mental de médiation entre souhait et action. Ces conclusions confirment ce que la simple observation de nos actions suggère. Nous avons en effet toujours le sentiment d'agir à la suite d'un souhait. Mais aussi en agissant, nous croyons en ce que nous faisons. Autrement dit, nous croyons que notre action permettra d'accomplir le souhait qui la motive. Il n'y a donc pas d'action sans croyance, mais il peut y avoir croyance sans action. Ainsi les philosophes de la connaissance définissent la croyance comme une disposition à l'action. Cette disposition peut ne jamais conduire à l'action, mais elle peut y mener si elle est accompagnée d'autres facteurs mentaux, notamment de souhaits. Croire qu'il fait beau signifie être disposé à agir comme s'il faisait beau, par exemple en sortant se promener. Si nous sortons effectivement nous promener, alors nous possédons, en plus de la croyance qu'il fait beau, au moins un souhait, tel que par exemple sortir prendre l'air. La compréhension de la croyance venant de la philosophie de la connaissance servira d'appui à notre interprétation du processus de transfiguration des objets en traces. Cette interprétation sera présentée dans la dernière partie. Nous pensons que les objets peuvent devenir traces d'histoires que nous n'avons pas vécues, si celles-ci font apparaître ces objets comme des moyens de réalisation d'aspirations qui sont nôtres. Autrement dit, nous pouvons croire aux histoires dont les objets parlent si elles parlent à nos aspirations. Nous consacrerons ici un certain espace à la pensée du philosophe matérialiste Ernst Bloch, parce qu'il développe une théorie de l'appréhension humaine de l'environnement matériel qui possède une grande affinité avec notre compréhension des traces. Pour Bloch, notre connaissance du monde est prédéterminée par nos projets. Comment expliquer que la connaissance se dirige vers certains objets plutôt que d'autres, sans supposer qu'un intérêt pour ces objets la précède ? Or, pour Bloch, cet intérêt est dû aux projets dans lesquels nous les impliquons. Les objets de la connaissance sont alors des traces en ce qu'ils portent la marque de ces projets. Les traces qui sont au cœur de notre étude ne sont pas différentes des traces de Bloch. La croyance aux histoires que certains objets évoquent, alors même qu'elles n'appartiennent pas à notre vécu, est possible lorsque ces histoires entrent en résonance avec nos aspirations. Ces histoires doivent faire porter aux objets une promesse de réalisation de ces aspirations. Cette croyance implique donc que nous voyons les objets comme moyen de cette réalisation. Autrement dit, elle implique aussi que nous envisageons un projet, pour embryonnaire qu'il soit, de concrétisation de ces aspirations. Le fonctionnement de la recherche motivationnelle donnera une sorte de démonstration de terrain de cette interprétation de la transfiguration du monde matériel en traces. Cette recherche qui est, depuis les années 1930, un outil de travail du marketing montre que les motivations d'un consommateur, ses aspirations profondes, ne lui sont pas données par le marketing. Elles lui appartiennent. Le consommateur peut être disposé à acheter un produit, si celui-ci promet une aide à l'accomplissement de ses aspirations. Cette promesse peut être formulée par une histoire que le marketing associe au produit. Si l'histoire donne efficacement la promesse, alors elle sera crue et elle disposera le consommateur à agir, notamment par l'achat. Le fonctionnement de la recherche motivationnelle démontre donc que des aspirations existent en amont de la croyance aux histoires dont les objets arrivent à nous parler. Nous pouvons croire en un au-delà d'un objet, fait d'histoires qui n'appartiennent pas à notre vécu, lorsque celle-ci s'adresse à nos aspirations. Mais le fonctionnement de cette recherche montre également que cette croyance implique un projet de réalisation de ces aspirations. Certes, dans le cas de la croyance aux histoires écrites par le marketing, ce projet se retrouve souvent atrophié dans l'unique action de l'achat. L'achat permet en effet, seulement rarement la concrétisation de ces aspirations.
Cependant, il montre l'existence de l'intention de les réaliser et d'une étude, si rudimentaire soit-elle, des moyens nécessaires à cette réalisation. Trace, histoire et pouvoir des objets. Notre environnement matériel nous apparaît rarement comme inerte. Le plus souvent, les objets qui le composent sont animés d'histoires qui nous parlent et nous influencent. Des exemples d'objets de ce type nous sont, à tous, familiers. Un meuble qui a appartenu à un membre de notre famille, un ordinateur avec lequel nous avons écrit un texte pour un diplôme, un savon qui se veut produit selon un savoir-faire traditionnel. Tous ces objets ont pour nous une double fonction, celle liée à leur stricte matérialité et celle liée à l'histoire qu'ils racontent. Lorsqu'un fauteuil est un meuble de famille, il est un meuble fait pour s'asseoir et en même temps il évoque l'histoire d'une famille. Il nous rappelle telle ou telle autre personne qui aimait s'y asseoir, et nous donne le sentiment qu'elle soit encore avec nous. Sa fonction d'évocation n'est nullement secondaire à celle d'assise que lui assigne sa forme matérielle. Elle peut même arriver à nous interdire de nous en séparer, alors qu'il est irrémédiablement abîmé et clairement inconfortable. Lorsqu'un ordinateur est un objet d'affection parce qu'il a permis l'obtention d'un diplôme, il est un ensemble de pièces électroniques ayant la fonction d'exécuter un certain nombre de programmes et en même temps, il évoque un travail réussi. Il nous rappelle les heures passées à écrire un texte, et il semble nous épauler dans la rédaction qui nous occupe maintenant. Nous avons l'impression qu'il facilite notre travail, alors qu'un nouvel ordinateur équipé d'une plus grande mémoire et d'un processeur plus rapide pourrait nous aider davantage. Lorsqu'un savon industriel se présente à nous comme le garant d'une longue tradition parce que saponifié, selon le savoir-faire reconnu d'un maître savonnier, il reste avant tout un produit pour l'entretien du corps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.